Décentralisation et gouvernance locale, le Bénin à l'épreuve des réformes. Et la grosse interrogation du jour, mesdames, messieurs, est-ce que plusieurs mois après les réformes mises en œuvre au Bénin, l'environnement favorable à l'interaction des parties prenantes est aujourd'hui comme il faut pour satisfaire la population locale? Mesdames et messieurs, merci de vous installer pour ce nouveau numéro de Politique sans tabou. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nadège Diouan, merci d'être là. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, sur cette émission, nous recevons deux invités. Monsieur Kinivo Franck, bonsoir. Vous êtes analyste politique, vous êtes consultant en communication et décentralisation. Et si tout va bien, nous serons en ligne avec l'Esmbert de Glazoué, Monsieur Laurent Yakadja, ancien conseiller technique à la gouvernance locale du président de la République. Monsieur Franck Kinivo, avec l'actualité ces derniers jours, on a l'impression que les réformes structurelles de la décentralisation semblent être un échec. Est-ce qu'on peut faire un rappel en arrière de ce qui a conduit aux besoins de ces réformes en République du Bénin? Merci beaucoup. Je pense que le premier, je salue vos téléspectateurs, vos auditeurs. Merci. Et je leur souhaite beaucoup de plaisir en notre compagnie parce qu'on va parler d'éléments essentiels pour le développement du Bénin. Et sans tabou. Et sans tabou. D'accord. Voilà. C'est promis. Non, je pense que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est vraiment une thérapie souhaitée par les acteurs depuis, disons, 2006. Lorsque les différentes évaluations ont été faites du processus de décentralisation, il s'est avéré qu'il y a un certain nombre de limites, je dirais même de tares, qui ont été relevées dans la manière dont les collectivités territoriales étaient gérées. D'abord, il y a un problème autour de la personne du maire. Le maire étant à la fois le président de l'organe qui délibère, le conseil communal, et aussi le chef de l'administration, donc il est ordonnateur du budget, il a le pouvoir de nommer aux emplois communaux, il a le pouvoir de révocation, donc c'est lui qui a fait les ressources matérielles, tout ce qui a comme ressources était concentré dans les mains du maire. Donc, cette option de notre loi a fait que il y a beaucoup de pesanteur, beaucoup de pression sur le maire. Vous prenez les conseillers communaux qui peuvent venir menacer le maire de destitution alors qu'il n'a rien fait d'anormal, simplement parce que s'il ne donne pas un marché à parce qu'il ne sert plus leurs intérêts. Voilà. C'est-à-dire, moi, conseiller, je parraine un entrepreneur et si le maire ne lui donne pas de marché, on menace le maire de destitution. Si le maire forme une délégation pour aller à l'étranger et que certains conseils ne sont pas dedans, il menace le maire de destitution. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a des hommes politiques, des ministres, des députés, des cadres à la présidence qui sont de la commune et qui viennent aussi ajouter leur pression sur le maire pour que le maire leur concède des avantages, leur concède des domaines. Il y a des morcellements qui ont été réalisés sous pression des cadres de la commune et aujourd'hui, c'est le maire qui en répond, est traîné devant la criette et qui doit en répondre. Donc, il y a ces pressions qui étaient sur le maire. Et enfin, nous avons, disons, les chefs d'entreprise, ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent obliger un maire à recruter des proches, etc. Donc, il y avait un clientélisme et dans cet environnement, le maire n'était pas libre pour gérer de manière efficiente les ressources de la commune afin d'atteindre le développement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons une administration qui est composée de personnes qui ne savent pas de quoi on parle en matière de développement local, en matière de démocratie locale. Et donc, nous avons une commune pas loin d'ici où alors qu'il n'y a pas 10 véhicules sur le parc, on a 49 chauffeurs. Ça veut dire que des cousins, des proches, des différents maires ont été recrutés sans qu'on évalue le besoin réel en matière de chauffeurs. Donc, vous avez une commune qui paye 49 chauffeurs alors que la commune n'a besoin que de 4 ou 5, 10 chauffeurs. Et donc, ces ressources-là, on aurait pu les utiliser pour recruter des personnes utiles à l'animation de l'administration
communal. Ensuite, donc, il y a un problème de profil, Oui. c'est-à-dire les cadres qu'il faut pour gérer, pour animer le développement de la commune, ces cadres-là ne sont pas disponibles. Quatrième élément qui dépend, disons, un peu de l'État, c'est les ressources financières. Parce que si vous avez des compétences et que vous n'avez pas les ressources, vous ne pouvez pas exercer ces compétences. Alors, Monsieur Franck Kinivo, nous reviendrons tout à l'heure sur le plateau. Nous prenons une courte pause publicitaire. Ok. Vous avez longtemps cherché une entreprise fiable pour ramener vos colis et marchandises de la France, la Chine vers le Bénin. www.authentiqueexpress.com. Envoyez un colis à vos parents du Bénin vers la France et même toute l'Europe. Authentique Express. Vous recherchez un partenaire fiable pour effectuer des achats en France ou en Chine en toute sécurité. Authentique Express. Avec Authentique Express, envoyez d'abord et payez après. Vous avez aussi la possibilité de suivre votre colis directement sur notre site www.authentiqueexpress.com. Adresse Cotonou, Akpakpa, Ayelawadje, en face de la police municipale. Contact 97 90 95 95. Paris, 10e avenue des Sciences Bondy France. Contact 07 53 00 04 114. Alors, retour sur ce plateau, Monsieur Franck Kinivo. Après le problème des profils du personnel dans nos communes, vous souleviez tantôt un autre problème. Oui, je parlais des ressources financières, Oui. parce que lorsque l'État a transféré les compétences qu'il gérait avant aux communes, la loi a prévu que l'État transfère également les ressources qu'il utilisait avant, préalablement, pour exercer ses compétences, et ces ressources n'ont pas été transférées. Donc, il y a une difficulté communale qui est liée au fait que l'État a transféré les compétences, mais a gardé les ressources pour animer ses compétences. Et donc, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas su développer la mobilisation des ressources propres. Et donc, chaque année, devrait attendre que l'État fasse des transferts avant. Mais est-ce qu'on sait pourquoi l'État a été obligé d'arriver à cette extrémité-là? Oui, c'est parce que justement les gens sont jaloux des compétences. Parce que si la construction des écoles était une mission républicaine, on allait être facilement transféré. Mais lorsqu'on sait que si tu construis des écoles, il y a des avantages, des ristournes qu'on peut avoir sur ça, donc il y a une volonté manifeste des cadres de l'administration de ne pas transférer ces ressources-là jusqu'à ce qu'il y ait eu des séances au niveau des chefs d'État pour que les plans de décentralisation et de déconcentration soient élaborés pour que les ministères puissent progressivement transférer les ressources aux collectivités territoriales. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui étaient là et donc qui faisaient que la décentralisation n'apportait pas, disons, la qualité des services sociaux de base qu'elle devrait fournir aux populations et il n'y avait pas du tout une dynamique de développement qui était dans nos communes pour permettre que les territoires se développent autour de leur potentialité. Parce que nous avons 77 communes, ça a été un choix de prudence pour que nos communes, toutes nos communes, soient viables et soient capables, en se basant sur les ressources propres, de commencer un développement harmonieux de leur territoire. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que finalement, les réformes qui ont été apportées au processus de décentralisation et au niveau de la gouvernance locale ont impacté tous ces problèmes-là que vous avez soulevés? Oui, disons que la réforme Oui. a premièrement séparé les fonctions techniques, Oui. administratives des fonctions politiques. Oui. Donc tous les élus, que ce soit le maire, que ce soit les adjoints au maire, les chefs d'arrondissement, les présidents des commissions, les simples conseillers, aujourd'hui sont cantonnés dans un rôle politique. Et donc ils ont trois institutions, trois organes au niveau de la commune qui s'occupent des questions politiques. Il y a le conseil communal qui est l'organe majeur de délibération. Il y a le conseil de supervision qui est, disons, l'organe de gestion, de supervision de la gestion
des communes par les secrétariats exécutifs. Et enfin, nous avons le maire qui, à lui tout seul, est un organe communal qui a ses attributions propres, notamment la police administrative, la protection civile et la coopération décentralisée notamment. Donc, ces trois organes-là sont des organes politiques. Et nous avons un seul organe technique et administratif, le secrétariat exécutif, qui est animé par des cadres a priori rompus à la tâche, qui connaissent le métier. Je dis a priori parce que dans la pratique, on va voir beaucoup de limites à ces cadres-là aussi, et on risque de leur reprocher ce qu'on reprochait aux maires. Justement, on y est. N'a pas péché en les associant pas aux différentes réformes, parce qu'on a finalement l'impression qu'il y a eu beaucoup de grincements dedans à l'arrivée de ces réformes-là. Oui, il y a... Parce qu'on veut protéger les maires, mais finalement, c'est comme si on les livrait. Oui, quelque part, je pense que la réforme a manqué de deux éléments. Le premier élément, c'est que les secrétaires, les cadres qui sont venus sont issus d'un profilage qui est trop ouvert. Vous ne pouvez pas mettre un gestionnaire de projet, un gestionnaire d'entreprise, un planificateur, etc., comme secrétaire exécutif, parce que c'est une fonction qui est d'essence d'administration de collectivité territoriale. Donc, si vous prenez le profilage, c'est trop ouvert. Peut-être que ceux qui ont fait la réforme étaient inquiets de ne pas pouvoir avoir des cadres Bac+4 si c'était fermé. Mais il fallait d'abord tenter le coup avec les cadres. Vous savez, les cadres qui étaient dans les communes au moment où la réforme a été lancée, il y a, disons, le tiers de nos communes qui avaient commencé par améliorer le niveau de la ressource humaine communale. Donc ces cadres-là, moi je les vois une fois redéployés dans d'autres communes, dans le cadre juridique que la réforme apportait. Je pense que ces cadres-là avaient plus de métiers que des gestionnaires d'entreprise qui sont des gens qui n'ont jamais fait l'administration. Lorsque vous n'avez jamais fait l'administration et que c'est votre premier coup d'essai et vous êtes le chef d'une administration communale, surtout dans les grandes communes, ça peut être difficile. Peine à apprendre. Vous allez prendre du temps à comprendre, et si vous n'êtes pas humble et disons cultivé et sage, vous n'apprendrez jamais. Donc il y a ce premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est que le décrochage qu'il y a eu entre les autorités politiques et les autorités administratives, les maires ont mis du temps à comprendre, à cerner ce décrochage-là. C'est-à-dire, techniquement, il n'y a aucun lien de subordination entre le secrétariat exécutif et les élus, entre le secrétariat exécutif et notamment le maire et ses adjoints. Mais, dans la réforme, un organe a été créé pour compenser cela. C'est le conseil de supervision. Donc, il faut que le maire, les adjoints au maire et les présidents des commissions puissent comprendre que c'est leur mécanisme, c'est là où ils peuvent interagir par rapport à la gestion du secrétariat exécutif. Et ça, beaucoup de maires ont mis du temps à comprendre ce mécanisme-là. Et ça fait que certains secrétaires exécutifs sont venus comme s'ils n'avaient plus de compte à rendre au maire. Et qu'ils n'avaient de compte à rendre qu'à la cellule de suivi et de contrôle et de suivi de la gestion des communes. Donc ça pose un problème. Or, pour développer une commune, il faut une synergie d'action, une complémentarité entre les autorités politiques qui sont dépositaires du mandat des citoyens et les cadres qui sont chargés d'opérationnaliser la vision du développement que les élus ont présenté aux citoyens. Donc cette synergie d'action, on ne l'a pas eu parce qu'il y a eu aussi une communication qui donnait l'impression que, comme vous l'avez dit, les maires géraient
tellement mal les communes qu'on a envoyé des chevaliers Des super blancs, hommes. des super hommes qui sont venus pour mieux faire. Et donc, du coup, il n'y a pas eu cette synergie. Et ce mieux faire aujourd'hui, comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il y a eu des améliorations fondamentalement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes perpétrés dans des affaires de démission ou de, enfin, C'est de le fait de sixième corruption secrétaire et exécutif, tout, là, de qui est en secrétaire train d'être, exécutif. voilà. Est-ce que, en réalité, on a juste pas réglé le problème? Non, on a réglé le problème. Moi, je pense que la réforme, je vous ai parlé de politisation Oui. de l'administration. Donc, on a séparé celui qui est politique de celui qui est technique et administratif. Ça, c'est le premier élément. J'ai parlé de ressources humaines de qualité. On a amené au niveau de toutes les communes des cadres, que ce soit le secrétaire exécutif, que ce soit le directeur des affaires administratives et financières, que ce soit le directeur des services de l'information, que ce soit le directeur des affaires domaniales, de l'environnement, etc., etc. Toutes nos communes aujourd'hui ont des cadres Bac plus 5. Les 77 communes ont des cadres Bac plus 5 au niveau du secrétariat exécutif et au niveau des postes de direction. Mais lorsque vous avez fini ça, les exécutants, les cadres qui sont en bas de la pyramide, il faut aussi penser à ça. Donc, il y a un travail important De remise à niveau? qui a été fait, mais il faut que ce travail-là impacte ceux qui sont au niveau un peu plus bas dans la pyramide administrative. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement doit poursuivre. Deuxièmement, on a aujourd'hui, au niveau des collectivités territoriales, une valorisation du statut des élus. Les maires ont des salaires décents. Je ne pense pas que dans la sous-région, ou même en Afrique, qu'il y ait des maires qui soient aussi bien payés, qu'il y ait des secrétaires exécutifs qui soient bien payés. Le gouvernement a acheté 77 véhicules pour les maires, 77 véhicules pour les secrétaires exécutifs. Donc, il y a un travail de qualité qui se fait. Et tous les élus, à part les élus locaux, vous avez les chefs quartiers, les chefs villages, ils ont un salaire qui est payé régulièrement. Vous avez tous les conseillers de nos 77 communes payés régulièrement. Vous avez les chefs d'arrondissement, on en a 546 qui sont payés. Vous avez les adjoints aux maires qui sont payés, les maires qui sont payés. Donc, c'est une réforme qui a coûté quand même, chaque année, je crois que c'est plus de 20 milliards qui sont injectés dans cette réforme-là. Et on ne peut pas dire que ça n'a pas changé. Il y a des améliorations, ne serait-ce que... On a gagné à quel pourcentage si on devrait Non, évaluer? je pense que on a d'abord un cadre institutionnel qui est en place et qui permet aujourd'hui aux maires de pouvoir dire « Ah, vous voulez que je vous donne de marché, je ne suis plus compétent ». Et il y a eu des sanctions qui ont montré que même le secrétaire exécutif, que la loi semblait présenter comme celui qui endosse toutes les responsabilités du secrétariat administratif, il y a eu des sanctions qui ont montré que même le secrétaire exécutif, à un niveau donné, ne devrait pas s'immiscer dans les procédures que la personne responsable des marchés publics met en œuvre. Donc je pense que le cadre institutionnel est là. Les hommes sont là, mais les hommes ne sont pas forcément ceux qu'il fallait. Parce que, je l'ai dit tantôt, si vous regardez au niveau de nos communes, moi, j'aurais préféré qu'on puisse faire confiance aux cadres qui exerçaient déjà dans les communes et qui ont le profil, c'est-à-dire les cadres communaux qui avaient Bac plus 5 dans les domaines indiqués. Moi, j'aurais privilégié ces personnes-là. Ils avaient des expériences. Ils avaient des expériences qu'on ne peut pas avoir en restant à l'université. Vous avez beau être docteur dans le domaine, mais celui qui pratique au quotidien pendant des années, il a une pratique, une expérience de terrain que celui qui a le diplôme uniquement ne peut pas avoir. Donc, il y a ça qui a fait que vous avez vu des tâtonnements, vous avez vu des secrétaires exécutifs, le secrétaire exécutif de WIDA
c'est lui qui a signé une convocation du conseil communal, alors que c'est le maire qui doit signer. Donc il y a eu un peu, des conflits disons, d'intérêts. même des conflits d'attribution Oui. entre les secrétaires exécutifs et les maires. Mais progressivement, ça va rentrer dans l'autre. Mais l'autre aussi élément important de la réforme, c'est Oui. que l'impunité, on a l'impression que l'impunité recule au niveau des communes, même si ce n'est pas encore généralisé, parce qu'il faut beaucoup de ressources humaines pour pouvoir contrôler 77 communes. Et donc, je pense que c'est un bon début de sanctionner lorsqu'il y a des problèmes. La base étant ainsi posée, est-ce que vous pensez que ces réformes, après bientôt 2 ans, on va dire, ont apporté, sinon ont enclenché le développement de nos collectivités territoriales? C'est trop tôt pour moi de le dire. Je vois beaucoup de tâtonnements encore au niveau de certaines communes. Je vois, disons, des SE qui s'attellent à ce qui n'est pas essentiel. Et donc, les budgets. Moi, le premier indicateur qui va me rassurer que les secrétaires exécutifs ont apporté une plus-value à nos communes, c'est à la lecture du budget. Lorsque je vois un budget qui s'attelle à régler les problèmes quotidiens des populations, à partir de ce moment, je sais que la réforme est rentrée dans sa vitesse de croisière. Je vais vous expliquer. Moi, au niveau de la fondation, le municipal, on a pris des jeunes et on leur a demandé de poser des questions aux citoyens de Cotonou et de Calavi. Le premier élément qui sort, c'est que les gens disent qu'ils voient plus le gouvernement s'occuper de leurs problèmes que les communes. C'est pas normal, parce que les communes ont des ressources pour régler le quotidien des populations. Est-ce que c'est pas l'État également qui fait ombrage aux communes? Non, si il y a des canaux où les communes doivent s'affirmer, et il y a des canaux où l'État s'affirme encore, parce que le principe de subsidiarité qui est à la base de la décentralisation n'est pas encore bien comprise. C'est-à-dire, on fait la décentralisation parce que l'expérience partout dans le monde a montré que c'est plus facile de régler un problème là où le problème se pose. Et les problèmes de développement, les problèmes quotidiens des populations se posent dans les communes. Donc les communes sont plus à même de mieux résoudre ces problèmes-là que l'État central. Mais ce problème a toujours existé. Est-ce que finalement nos réformes n'ont pas vraiment apporté de gains à l'opération, enfin au processus de décentralisation? Non, ça doit porter de gains, parce que on a parlé de politisation, on a réglé le problème de politisation, on a parlé de manque de ressources humaines, on est en train de régler. On a parlé de ressources financières. L'année prochaine, notamment, le fonds d'investissement communal sera opérationnalisé. Donc, les problèmes sont en train d'être réglés. Mais l'homme reste un maillon essentiel. Parce que si vous êtes secrétaire exécutif et que vous n'avez pas une culture de la décentralisation, vous n'allez pas pouvoir adapter le budget de la commune aux besoins réels de la population. Il y a une commune où les femmes ont dit « Ah, vraiment, nous on voit à la télé que l'État lutte contre les violences faites aux femmes. » Mais que dans notre commune, personne n'en parle. Parce que justement, la commune n'a pas compris que lorsque l'État met un dispositif en place au niveau national, il revient à la commune de faire bénéficier cela à ses populations. J'ai envie de vous poser la question de savoir que deviennent les PDC, les plans de développement. On est en plein processus de renouvellement des PDC. Ah, on veut les renouveler. Oui, parce que les PDC, c'est 5 ans. Chaque 5 ans, donc on est à la 4e génération. Et les PDC ont toujours eu des problèmes au Bénin, parce que pour une commune qui mobilise par exemple 1 milliard chaque année, et donc moins de 500 millions d'investissement, on va faire un PDC de 50 milliards, de 20 milliards. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent pour mettre en œuvre un PDC aussi ambitieux? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous mettez beaucoup de projets dans le PDC,
même si le processus d'élaboration du PDC permet aux populations d'intervenir et d'exprimer leurs attentes, mais lorsque vous remettez à quelqu'un la charge d'acheter pour 1000 francs et le budget est fait, on va acheter, les prévisions c'est d'acheter pour 1000 francs, mais au finish vous lui remettez 100 francs. Donc c'est à la personne là de décider ce qu'elle achète avec 100 francs. Et donc ce qui est prioritaire lorsqu'on a fait une prévision de 1000 francs peut ne pas être prioritaire pour celui qui décide. Donc si vous faites un PDC de 20 milliards alors que votre capacité financière c'est de peut-être 1 milliard sur les 5 ans, vous laissez la main à celui qui fait le budget chaque année de décider de ce qui est prioritaire. Et dans ces conditions, il va décider de ce qui va lui permettre d'avoir des commissions et autres. Et donc les PDC d'année en année n'ont pas permis de faire une planification pour régler les problèmes de services sociaux de base. Alors, à l'avènement, sinon... J'aimerais qu'on retourne un peu en arrière. Oui. Est-ce que l'État central ne fait pas ombrage aux maires avec ce que vous avez dit par rapport au municipal, les enquêtes? Vous voyez très bien, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que les maires même ont peur de s'affirmer sur Non. les activités. Ben, bien sûr. Chacun Et c'est a ce son qu'on se dit. couloir. On se dit finalement, on a l'impression que l'État veut rester là, comme voilà. Et puis, les mairies sont derrière. Et c'est pas forcément le but de la décentralisation. Non, ce n'est pas du tout le but de la décentralisation. C'est Le rassurant. but de la décentralisation, c'est de trouver une complémentarité entre l'État qui s'occupe des questions nationales, des questions macro, et les collectivités territoriales qui s'occupent des questions de proximité en vertu du principe de subsidiarité dont j'ai parlé tantôt. Et donc, la démarche, c'est que les communes ont des compétences et la réforme a maintenu ces compétences-là. Construire les salles de classe, les centres de santé au niveau des arrondissements, les pistes rurales, l'eau potable, l'économie locale, disons l'environnement, les marchés, les gares, tout ça là, c'est les communes. Et donc, c'est vrai qu'il y a des ministères qui continuent d'interférer dans ces compétences. Ça, c'est un autre débat. Mais, lorsque vous avez des ressources, par exemple, dans la commune de Calavi, par exemple, certains ont dit qu'ils roulent sur des routes vraiment cabossées, des routes qui sont vraiment mal entretenues sur des kilomètres. Ça, c'est pas l'État. C'est la capacité de la commune à planifier des interventions périodiques pour entretenir ces pistes. Normalement, quand on dit pistes, on ajoute rural. Mais voilà qu'en ville, on a des pistes. Et donc, il faut régler ces questions. Et Il à faut les Calavi, moyens- il y et a il faut les moyens plusieurs pour. pistes Et il faut les moyens pour défectueuses. le Il y a niveau. quand Et même- on a dit au départ que Il y a l'État quand même forcément un ne peu laisse pas de la ressources. main. Voilà. Il y a un peu de ressources. D'accord. Et c'est, vous savez, il y a dans une commune, les gens disent, on n'a pas de parc pour aller jouer avec les enfants. C'est les vacances, mais on n'a pas de parc. On n'a pas de place publique aménagée où on peut aller se divertir. Parce que c'est quand même des éléments de proximité. Et en fait, c'était ma question tout à l'heure. À la veille maintenant du renouvellement des PDC, est-ce que nous avons l'assurance que le travail qui sera fait Sera tiendra, meilleur. Oui, tiendra compte c'est- des besoins des populations? C'est pour cela qu'il y a des réflexions qui sont partagées pour que les PDC soient le plus réalistes possible. Si nous sommes capables d'investir 2 milliards, faisons des projets pour 2 milliards sur les 5 ans. Si vous faites des projets pour 10 milliards, vous allez fausser la planification annuelle. Vous voyez? Donc, il faut vraiment qu'il y ait un cadrage qui est venu du ministère des Finances qui permet aujourd'hui aux communes de ne plus passer de 500 millions à 2 milliards de budget. Donc, il y a un cadrage qui est là. Et donc, progressivement, je pense que le défi aujourd'hui, le défi majeur, c'est d'avoir des plans de développement au niveau de nos communes qui soient réalistes, mais qui permettent
aux communes de régler progressivement les problèmes. Vous savez, on a des problèmes de pistes, on en a parlé tantôt. Oui. On a des problèmes de salles de classe, on a des problèmes de centres de loisirs, des terrains de football, de centres de santé inexistants et de autres. sport. Et donc, il faudrait que la commune soit capable de savoir, moi j'ai besoin de tel nombre de centres de santé, de tel nombre de centres de sport, de loisirs, de tel nombre de marchés, de tel nombre de gares. Donc, lorsque vous avez une idée des besoins au niveau de la commune, vous savez que vous ne pouvez pas tout régler en une mandature, mais vous planifiez progressivement et vous arrivez à améliorer le taux de couverture en matière de services sociaux de base. Lorsque vous planifiez comme ça, chaque année, en fonction des ressources, vous prenez la part annuelle, la tranche annuelle de votre plan de développement communal que vous mettez dans votre plan annuel d'investissement et donc progressivement vous améliorez les conditions de vie des populations. Est-ce que les parties prenantes à même de poser réellement les problèmes tels qu'on les connaît sont aujourd'hui à l'épreuve de nos réformes véritablement impliquées? Non. Ah, Je grave. pense que donc finalement, on aura des PDC les qui PDC ressembleront à ce qu'ils oui, ont toujours risque été. est là. Parce que les élus, les cadres des administrations communales pensent que lorsque vous recrutez un cabinet, un consultant pour conduire le processus, il est un facilitateur. Ce n'est pas lui qui fait le PDC à votre place. Donc, le guide prévoit des mécanismes de consultation des populations. Et donc, lorsque vous recrutez ce consultant-là, vous êtes... la vision même doit venir des élus de la commune pour dire, nous, on veut faire de notre commune une commune agricole, une commune sportive, une commune touristique, etc., etc. Et donc, à partir de cette vision-là, il y a la collecte des données qui se fait au niveau village, quartier, arrondissement et communal. Et donc, il y a des étapes importante dans l'élaboration du PDC. L'étape de diagnostic. Si le diagnostic est mal fait, vous aurez, disons, des solutions inadaptées. Lorsque vous êtes malade et que le médecin fait un diagnostic mauvais, il va vous donner des médicaments qui vont vous créer d'autres problèmes. Oui. Donc, cette phase-là, les élus, le maire, les adjoints au maire, les présidents de commission, les chefs d'arrondissement, ils doivent être là, sur le terrain. Ils doivent recevoir les drafts, les lire, les corriger, les amender. Si ils ne font pas ça, c'est qu'ils laissent le consultant décider à leur place. Et c'est ce que nous observons dans certaines communes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément maintenant, lorsque nous avons les problématiques de développement, lorsque nous avons la programmation, il faut aussi intervenir pour dire notre priorité. Et la commune doit être en phase avec les orientations du gouvernement. Lorsque le gouvernement dit ma priorité, c'est l'agriculture, c'est le numérique, on doit voir ça dans les plans de développement des communes. Absolument. Parce que l'État va mettre des ressources en place, mais si vous n'avez pas ça dans votre PDC, vous ne pouvez pas en harmonie. Donc, il faut que les PDC soient élaborés de manière intelligente, proactive et surtout réaliste. Si même le PDC, c'est 5 milliards, c'est votre capacité financière, votre capacité d'investissement. Et ça, c'est déjà bon. Mais si vous avez une capacité d'investissement de 5 milliards et vous faites un PDC de 20-30 milliards, vous êtes en train de laisser les techniciens décider à votre place. Monsieur Kinivo, moi j'ai... Allez-y. Ok. Je n'ai pas grand espoir que les prochains plans de développement communaux ne soient pas à l'image de ce qu'on a toujours connu. Et à ce titre, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que finalement les réformes ont réellement tenu compte de nos contextes culturels? Les réformes n'ont pas été forcément participatives. Il y a une vision
qui a été partagé. Mais vous avez Mais, participé, vous ne leur avez pas dit ça. Vous avez travaillé pour... Moi, j'ai toujours exprimé mon point de vue, non seulement oralement, mais pas écrit. Je dis toujours ce que je pense. Vous savez, si on doit changer la décentralisation au Bénin, c'est pas seulement le cadre institutionnel. J'ai parlé tantôt, disons, du décrochage du secrétariat exécutif des maires, Oui. qui, même quand bien même le conseil de supervision a été mis en place, les maires n'ont pas encore cerné comment utiliser ça pour ne pas être décrochés du secrétariat exécutif. Mais il faut aussi voir la taille de nos communes. Parce que le meilleur environnement pour une vraie décentralisation, c'est, disons, des territoires de petite taille. Oui. Si vous prenez Abomey-Calavi, on peut en faire 3 communes. On peut en faire... C'est vraiment même grand. Si on veut être dans la logique d'une vraie décentralisation, on peut lui donner un statut particulier. Et donc, il y a la commune centrale, mais il y a aussi à l'intérieur des collectivités territoriales avec des compétences. Pour que les questions de proximité sont importantes. Lorsque c'est vaste, c'est peuplé, on ne peut pas comprendre ce qui se passe ici et là. Donc, même Cotonou, je suis convaincu que si on fait une décentralisation où la mairie centrale demeure, mais des compétences sont données aux 13, on a 13 arrondissements, non? Aux 13 arrondissements de Cotonou, des compétences sont données, des compétences de proximité. Vous verrez que très rapidement, ça va changer. Parce que la proximité crée l'efficacité. La démocratie locale est une dimension essentielle de la décentralisation. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir, mais vous décidez avec le peuple. Vous décidez avec les citoyens. Et lorsque les citoyens décident avec les maires, l'adhésion est là. Oui. Le civisme fiscal est là. Et les problèmes sont Tout se gérés. passe Même normalement. les questions de gestion du patrimoine. Hein, on met des lampadaires et des gens vont enlever les batteries. Des gens vont couper les dalettes, en fer, tout ce qui ferme les caniveaux. Les gens vont aller voler ça, etc. Parce qu'ils n'adhèrent pas. Ils ne se sentent pas propriétaires de ces biens publics-là. Et donc la décentralisation permet, quand le territoire est d'une taille raisonnable et la population d'une taille raisonnable, d'avoir, disons, l'interaction nécessaire entre les élus et les populations, et ça donne carrément autre chose. Maintenant, j'ai parlé tantôt de la planification. Il y a aussi le processus de budgétisation. Oui. Lorsque chaque année, vous voulez faire le budget, comment est-ce que vous partagez et vous associez les citoyens? Quand on parle de citoyens, c'est générique. Les opérateurs économiques, sans lesquels on ne peut pas créer de l'emploi et de richesse dans une commune. Est-ce que vous les associez dans le processus de budgétisation? Est-ce que vous associez les femmes qui ont des besoins? Les femmes sont des acteurs économiques majeurs, mais qui ne sont pas encadrés, qui ne sont pas formés pour rendre le meilleur d'elles-mêmes. Les personnes handicapées, par exemple, dans une collectivité territoriale, il doit y avoir des dialogues avec ces personnes. Donc, il y a des mécanismes... Finalement, rien de tout ça n'a été fait en réalité. La réforme n'a pas encore mis en place les outils. On va le faire finalement quand les manuels de procédure. Les réformes sont en cours déjà. Oui, le cadre juridique est là. Le cadre réglementaire est là, mais il faut des outils. Des manuels de procédure, le budget participatif, les budgétisations sensibles aux gens. On va y arriver finalement quand? Parce que là, on est à 2 ans. Bon. On va y arriver quand même. 1 an. Moi, je pense que c'est un passage plus d'1 an. Hein. Oui, en avril passé, ça faisait 1 an. On est en août. On est déjà en août. 1 an et demi. Oui. Mais je pense que progressivement, ce qui peut-être
a perturbé l'agenda des réformateurs, c'est peut-être la dimension humaine. C'est-à-dire, ils n'ont pas pensé que des secrétaires exécutifs puissent commettre les dérives qu'on reprochait aux maires. Et donc, Mais ce n'est pas tous les secrétaires exécutifs qui oui, commettent des dérives. mais dès lors, Et si les maires, si les autorités politiques, les maires donc ne s'impliquent plus davantage comme il faut, c'est qu'il y a un problème. oui, c'est pour ça que je parlais de synergie entre les élus et les cadres. Il faut que les maires jouent leur rôle. Ce n'est pas parce que les maires sont dessaisis des fonctions d'ordonnateur, de budget et de chef de l'administration. Parce que, oui, pas arrêter, le maire pouvait nommer qui il voulait. Pas arrêter, le maire pouvait faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas s'impliquer dans la vie de la commune. Parce que, quoi qu'on dise, c'est l'élu qui est comptable. C'est l'élu qui est responsable du succès ou de l'échec de sa commune. Mais humainement, c'est pas forcément facile et ça m'emmène à vous demander si les réformes pensées pour cette démarcation entre le politique et finalement la gestion administrative sont la solution réelle. Moi, je pense que on peut faire une séparation jusqu'à un certain niveau, mais la responsabilité de l'élu doit être maintenue quoi qu'il en coûte. Il faut véritablement que l'élu soit impliqué dans le recrutement des cadres, soit impliqué dans la sanction, qu'elle soit positive ou négative. Mais pour le moment, le cadre qui est là n'empêche pas les maires de s'impliquer. Je vous ai dit qu'il y a l'organe qui leur permet de s'impliquer, qui est le conseil de supervision. C'est un organe qui se réunit tous les mois et la seule chose qui n'est pas directement à l'ordre du jour, c'est les marchés publics. Donc si on enlève les marchés publics qui eux-mêmes résultent du processus budgétaire qui est contrôlé déjà par les maires, si les maires contrôlent bien les processus de planification, les processus de budgétisation, c'est fini. C'est du processus, c'est du budget que découle le plan de passation des marchés. C'est ça seul qui échappe aux maires. Encore qu'il y a des contrats, avant de les faire, il faut que le conseil autorise. Donc, il y a un changement auquel les élus doivent vite s'adapter pour que le mandat là soit un mandat qui démontre que les réformes ont apporté un plus. Sinon, c'est l'une des réformes les plus coûteuses. Maintenant, quand on voit ce qui se passe avec les secrétaires exécutifs, quelques cadres, on a parlé du secrétaire exécutif de WIDA, Oui. qui a été suspendu. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la réforme. Mais en même temps, on se dit, ça veut dire que l'impunité recule. D'une manière ou d'une autre. Parce que dans le passé, lorsqu'un maire est interpellé, il y a beaucoup de polémiques. On dira c'est politique, c'est parce que le maire n'est pas du même bord que le chef de l'État, etc., etc. Maintenant, aujourd'hui, le secrétaire exécutif est supposé n'avoir pas de bord politique. Donc, c'est un cadre qui est jugé. Mais il a un chef. Bon. Soit dit en passant. Oui, c'est vrai. Mais fondamentalement, si je prends le cas de WIDA, on parle d'un certain nombre d'autorisations qu'il a données à des opérateurs qui doivent intervenir dans les carrières de sable sans que le conseil communal n'ait délibéré sur ça. Il n'a pas respecté l'occupation, le plan d'occupation du sol. Et on dit qu'il y a aussi des cadres, c'est ça. C'est-à-dire la gestion, les métiers, les fonctions d'ordonnateur de budget, c'est une lourde responsabilité. Ils sont complexes quand même. C'est complexe. C'est pour ça que les maires n'étant pas formés pour, on les a dessaisis. Maintenant, il faut que les secrétaires exécutifs, qui sont entre guillemets formés pour, soient à la hauteur.
Est-ce qu'ils connaissent vraiment leurs limites? C'est ça. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont surpris aussi parfois. Par exemple, pour Ouida, le DAF a fait des missions qui ont révélé qu'il y avait des agents indélicats sur le terrain. Mais le secrétaire exécutif n'a pris aucune disposition administrative contre ces agents sur le terrain. Mais j'ai appris qu'il a saisi le procureur. Mais avant, la bonne procédure, c'est avant de saisir le procureur, il faut prendre des mesures administratives. Parce que la justice a un temps que nous connaissons tous au Bénin. Donc, à partir de ce moment, il faudrait que les SE puissent poser des actes véritablement pour montrer que le gouvernement a raison de dire que gérer le budget, c'est quelque chose de technique et qu'il faut avoir des prérequis, ce que les maires n'avaient pas par le passé. Monsieur Franck Kinivo, vous parlez des réformes de la décentralisation comme des réformes les plus coûteuses pour l'État, entre autres. Finalement, quel est l'impact fondamentalement de ces réformes sur la réduction de la pauvreté de nos populations locales? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je pense que l'impact de ces réformes-là, on va commencer par les voir, disons, 2024. 2025 au moins. Pourquoi? On est au seuil de... sinon à l'orée de 2024 là. Oui, mais je dis ça simplement parce que tout à l'heure je vous ai dit, on a pris des gens qui ne connaissaient pratiquement rien à l'administration communale, donc qui ont pris le temps de s'informer aussi, d'apprendre, et je pense que dès 2024, on verra une montée en puissance des communes, surtout qu'il y a une structure de contrôle et de suivi qui est en place et qui devra permettre véritablement aux communes, aux secrétaires exécutifs, aux cadres, parce qu'il n'y a pas seulement les secrétaires exécutifs, il y a les directeurs qui les entourent, à ces cadres-là, de revenir aux fondamentaux de la décentralisation, réduction de la pauvreté, ou amélioration des services sociaux de base aux populations. Et je pense que sur ce plan-là, ils n'ont pas le choix parce que c'est ça qui va déterminer leur maintien au poste. Les élus ont un mandat de 5 ans. Ceux-ci, ils vont jusqu'en 2026. Mais les secrétaires exécutifs ont un mandat qui peut être écouté très facilement parce que ils peuvent faire l'objet de mesures conservatoires, comme ils peuvent faire l'objet de révocation par des procédures qui sont prévues par le Code de l'administration territoriale. Alors que devient le FIC? Où en est-on finalement? Oui, le fonds d'investissement communal qui a été vraiment annoncé comme une innovation. Innovation, oui. Je pense que ça prend du temps parce que c'est pas simple de mettre en place des fonds de cette envergure-là. Nous avons, ce qui est intéressant, c'est que tant que le FIC n'est pas en place, le FADEC continue. Ok. Donc, les communes sont toujours alimentées en ressources, en transfert de l'État. Et le FIC va apporter juste une innovation, c'est que les ressources peuvent être mobilisées sur le marché financier. Donc, ça va permettre à l'État, en plus de ses propres ressources et éventuellement des ressources des partenaires, de mobiliser des ressources sur le marché financier, comme le ministre des Finances a l'habitude de le faire pour l'État. Ça sera fait aussi pour les communes, pour que les communes puissent avoir assez de ressources. Parce qu'aujourd'hui, les budgets de la plupart des communes suffisent à peine pour le fonctionnement. Or, s'il n'y a pas un volet important dans l'investissement, vous ne pouvez rien changer. C'est l'investissement communal qui permet d'améliorer les services sociaux de base, de mettre des infrastructures socio-communautaires. Et donc, je pense que selon les informations, en 2024, 2025 au plus tard, on doit avoir le fonds d'investissement communal. Mais c'est pas si l'État a la volonté politique d'envoyer cette année peut-être 100 milliards aux communes, le FADEC permet à l'État de le faire. Donc, le FIC va venir comme
un complément en apportant l'accès au marché financier que les communes avaient du mal à avoir par le passé. Donc, à partir de ce moment, je pense que ce n'est pas un tort de n'avoir pas eu le FIC encore, parce que l'État continue de transférer des ressources aux collectivités territoriales. Et j'ai envie de savoir si les processus de décentralisation, finalement, depuis le temps, ne sont pas toujours, oui, des facteurs d'autonomisation de nos populations. Est-ce qu'avec ces réformes, nous avons des opportunités réelles de développement pour ces populations? Oui, vous savez, le mécanisme de la décentralisation, c'est qu'il y a un espace, il y a des compétences, il y a des ressources, et on demande aux populations de s'entendre avec les élus pour décider de comment utiliser. Elles ne sont jamais là, les populations, oui, vous le savez bien. C'est pour ça que tantôt j'ai dit qu'il y a des outils. Pour mobiliser les populations dans le processus budgétaire, il faut des outils. Il faut des mécanismes qui sont mis en place et qu'on améliore. Donc si nous n'arrivons pas à intégrer les populations dans les prises de décision, nous ne pourrons pas avoir les résultats. Au Bénin, nous parlons de participation citoyenne en réduisant cela à l'information. Oui. Non, il y a 5 niveaux de participation citoyenne. Quand vous avez informé les gens, vous les laissez co-construire des décisions avec les élus. Après, vous les laissez eux-mêmes prendre des décisions que les élus mettent en place. Il y a 5 niveaux de participation. Mais je sais qu'il y a une expérience que Social World mène avec le budget participatif qui permet à des communautés de faire des projets et de les faire financer par le budget de la commune. Donc, il y a une amélioration, mais c'est lent. C'est-à-dire, les efforts qui sont déployés sont énormes, mais les résultats sont encore Il n'y a pas mitigés. encore de résultats. Non, ils sont mitigés. Non, les résultats sont mitigés. Hein? On n'a pas encore, c'est-à-dire... à part les maires qui sont bien payés, à part ci et ça, qui finalement sont bien traités, les populations locales n'ont rien encore pour le moment. Non, ça va venir. Ça va venir. C'est pour ça que je dis que moi, quand je vais voir un budget communal où on a prévu des crèches, on a prévu des places publiques, on a prévu des jardins. Pourquoi? Ces choses-là, nous pensons que c'est des choses de blanc, mais c'est faux. C'est pas parce que je suis africain que je ne peux pas aller dans un parc le soir me ressourcer. Ce n'est pas parce que je suis africain qu'on ne peut pas avoir des terrains de foot à proximité pour aller faire le sport. Il y a des thématiques aujourd'hui au niveau de l'Association internationale des maires francophones, Ville et Sport. Et Cotonou va abriter en octobre l'Assemblée générale de cette instance où on parlera de ces questions. Mais qu'est-ce que nous faisons? Vous allez dans les autres pays, dans les pays anglophones, vous allez en Europe, dans les quartiers, vous voyez des terrains partout avec des projecteurs et des gazons nickel où les enfants sont en train de jouer. Maintenant, s'il y a Coupe du Monde, vous voulez que le Bénin soit confronté à ces nations? Non, il faut qu'on se donne les moyens. C'est bon d'avoir des stades, mais c'est aussi bon d'avoir des terrains de jeu de proximité. C'est-à-dire, dans un quartier, il faut que les maires réfléchissent à avoir un espace, même si c'est ce que nous appelons parcelle ici, et qu'on a des gazons où les enfants peuvent jouer, on a des projecteurs. S'il y a les moyens, on recrute des entraîneurs qui viennent les encadrer. Vous allez voir que les choses vont changer. En même temps que les jeunes qui sont oisifs pensent à la drogue et autres, mais s'ils viennent se dépenser, s'ils viennent jouer, s'ils viennent se ressourcer, pas mieux. On aura des Ronaldo, des Messi, Parce des que tout ça se Neymar, construit. Donc, il faudrait que les communes puissent réfléchir à la dimension proximité. C'est-à-dire, quand j'ai... Qu'elles rentrent dans leur rôle finalement. Dans leur rôle.
quand je prends les quartiers, les villages de ma commune, qu'est-ce que je peux faire pour ce quartier-là? Qu'est-ce que je peux faire pour ce village-là? Qu'est-ce que je peux faire pour cet arrondissement? De manière pratique, ce n'est pas des milliards, c'est quelques millions et on change le cadre de vie et les gens se sentent vraiment... Parce que la manière dont nous vivons, ce n'est pas bon. On n'a rien de loisir qui soit public. Tout ce qui est loisir au Bénin, à 99%, c'est les privés. On n'est même pas encore suffisamment rassasié. Donc, Pour parler de loisirs. Non, c'est un service public. D'accord. C'est un service public Offert. qu'on doit offrir. C'est quand le privé fait ça qu'on paye. Vous voyez? Mais quand c'est la commune qui met en place l'espace pour aller jouer, si c'est la commune qui met en place des centres de culture, des centres d'art, on ne paye pas. Évidemment, parce Vous qu'on voyez? voit aujourd'hui la plage de l'Amazone, c'est quand même Ouais. tout le temps animé. Ça Tout veut le dire monde que le va là-bas. besoin On va Existe, quitter en la fait. le besoin Asie existe, bien sûr. Je pour vois des aller personnes jusqu'à la tellement place de simples, mais l'Amazone. qui viennent, voilà. qui est dans la zone administrative. Hein. Oui. Vous voyez comment c'est peuplé, c'est rempli Bien tous les sûr. jours. Presque tous Alors les que soirs, c'est hein. dans Tous les la jours. zone administrative. Oui. Imaginez que ce soit dans les quartiers populaires, qu'on ait des places éclairées avec du gazon. Les gens vont venir jouer, Bien les sûr. gens vont venir marcher. Vous Et voyez, plus- dans plus les autres performant. villes, les gens ils mettent des woofers là et ils dansent. Où est-ce que tu vas faire ça à Cotonou? Où est-ce que À tu la vas mairie. faire ça à Calavi? La mairie de Calavi. Donc, il faut que dans l'ingénierie du développement local, Oui. on puisse inventer par rapport aux besoins. Les besoins sont connus. Hein? Il faut qu'on puisse inventer du petit truc, des infrastructures qui ne coûtent pas des milliards, qui ne coûtent même pas plus de 10 millions, qu'on aménage ces petits espaces pour que dans nos quartiers, les gens soient à l'aise. Alors, je pense que nous égrenons les dernières minutes de Politique sans tabou. Est-ce que vous avez un message, puisque vous leur avez fait des propositions entre-temps et qu'ils n'en ont pas tenu compte? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message, autant aux autorités centrales, autant aux maires, enfin Non, aux élus? je pense qu'aujourd'hui, il est important de donner aux secrétaires exécutifs et aux autres directeurs des outils de gestion, des manuels de procédure. Il faut leur mettre à disposition des outils de gouvernance comme des outils de participation citoyenne. Il faudrait véritablement que le processus de budgétisation soit plus participatif et que le budget soit l'émanation des attentes des populations. Et donc, si nous travaillons comme ça, nous allons rationnellement impacter nos collectivités territoriales et nos territoires. Nadège. Monsieur Franck Kinivo, merci. Politique sans C'est tabou, moi. on a parlé de la gouvernance locale et de la décentralisation, les réformes à l'épreuve au Bénin. Vous êtes analyste politique, vous êtes consultant en communication et en décentralisation, vous êtes un expert. De cet entretien, on retiendra que vous nous avez rassuré que les réformes ne sont pas encore un échec en République du Bénin, malgré les dernières actualités qui inquiètent évidemment les populations. Vous avez également indiqué que si nous n'intégrons pas les populations dans les prises de décision, nous n'y arriverons pas, et qu'il faut que le processus de budgétisation soit plus participatif. Quels sont nous? Nadège Diwan, Monsieur Franck Kinivo, Oui, et son résumé me rappelle quelque chose. Vous savez, allez-y rapidement. il y a quelques années, Oui. il y a eu beaucoup de marches, de contestations en Europe. Mais vous savez, la solution qu'ils ont trouvée, Non. c'est d'aménager des espaces de participation aux jeunes, aux femmes, aux citoyens dans les communes. Donc, ils ont des groupes de travail avec les citoyens, ils mettent tout à plat et les gens discutent, les gens retiennent des formules. Moi, j'ai visité plusieurs pays, en Espagne, en France, même à Grenoble, etc., etc. Donc, ils ont des mécanismes où la population, du plus jeune au plus âgé, est associée à toutes les prises de décision. Parce que c'est ça seul qui permet d'abord d'avoir l'adhésion des populations, mais de savoir si le budget, ce que nous faisons, ce que nous décidons est en phase avec ce que la population attend de nous. Je suis d'accord. Donc il faut que nous rentrions dans cette dynamique et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette émission Politique sans tabou. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous vendredi sur prochain et ça sera avec Léa Glago. Léa Glago. Oui.